on est parti pour le point Actu Hardware d'aujourd'hui, mardi 9 mars 2021. Au programme de ce point Actu Hardware, on va avoir la fin du rachat de ZeniMax Media par Microsoft. ZeniMax Media qui détient notamment Bethesda, donc des jeux qui ont marché, qui ont cartonné même, et qui ont une certaine réputation. Ça rentre dans le giron Microsoft. À quoi on peut s'attendre, on ne sait pas trop encore, mais en tout cas, ça va être fini. On enchaînera ensuite avec une vraie question, une vraie grosse question. Comment améliorer sa connexion Internet? Alors, bien sûr, je ne parle pas de ce que votre box reçoit, là-dessus, il n'y a pas de solution, mais notamment si vous utilisez le Wi-Fi ou des CPL pour propager votre Internet plus loin ou de manière différente. On va se poser la question, qu'est-ce qui marche le mieux? Combien ça coûte? Quelle est la solution idéale? On la connaît tous, c'est le câble. Mais du coup, quelles sont les solutions alternatives à la solution idéale? Très intéressant, on va y passer un peu de temps. On aura ensuite une petite news sur un smartphone sous Android chinois qui embarque pas moins de 18 Go de RAM, ce qui est juste énorme. On va aller se poser la question pourquoi autant de RAM sur un téléphone? Ça reste un téléphone. 18 Go de RAM, c'est énorme. On verra s'il y a vraiment un intérêt ou si c'est un argument marketing plus qu'autre chose. On aura ensuite des petites informations, une petite fuite d'informations, on va le dire comme ça, sur les futurs Microsoft Surface Laptop 4. Donc, un des modèles de PC portable de chez Microsoft, le plus basique, qui est juste un ordinateur portable, purement et simplement, pas de trucs en plus, pas de fonction ressemblant à une tablette, pas ce genre de truc, juste un PC portable. On a les infos, on sait ce qu'il pourrait y avoir dedans, et c'est plutôt intéressant. On va aussi se poser la question sur certains composants, est-ce que c'est les mieux? Est-ce qu'ils ne pouvaient pas faire mieux? On verra. On aura ensuite des trucs un peu plus terre à terre en termes de hardware. On va parler de 2 petits radiateurs pour des SSD M2. Ça arrive de plus en plus. On ne sait pas trop encore s'il y a un réel intérêt, mais peut-être que en allant chercher des performances toujours plus hautes, il y a aussi moyen que la chaleur émise soit toujours plus forte, et donc peut-être qu'on va arriver à un moment où on aura absolument besoin de ces radiateurs pour garder des débits stables. C'est là l'intérêt. Pas très cher, plutôt intéressant, on va en parler un petit peu, mais pas encore essentiel à l'heure actuelle. On aura ensuite un boîtier Sharkoon, comme hier, mais pas du tout dans la même gamme. On retourne à ce qu'ils font à l'origine. Sharkoon, c'est des boîtiers très accessibles, et pour le coup ici, c'est vraiment très accessible. C'est plutôt intéressant, même si il faudra faire des sacrifices pour arriver à ce prix-là, mais plutôt intéressant. On aura ensuite 2 news de Thermaltake qui officialisent des kits de RAM annoncés lors du CES. Donc on en avait parlé à l'annonce du CES et elles vont enfin sortir. On ne sait pas quand exactement, mais c'est bon. On sait que ça va sortir, c'est dans les cartons. J'espère que ce sera dans pas trop longtemps et à des prix intéressants. Et on finira sur une news d'écran Iyama qui nous annonce 3 nouveaux écrans avec la particularité d'avoir tous des ports USB-C
qui sont de plus en plus présents sur les écrans, notamment les écrans pas forcément orientés gaming. Ici, ce sera le cas, ce ne sont pas spécialement des écrans orientés gaming, même si vous pourrez jouer avec, hein, aucun problème, vous pouvez jouer avec n'importe quel écran. Juste certains sont plus optimisés que d'autres. Et on verra l'apport de cette connectique l'USB-C, qu'est-ce qu'on peut en faire. Et vous verrez que c'est très intéressant, vraiment très intéressant, surtout qu'ici il y en aura 2, donc toujours plus de connectique, toujours plus de possibilités. On va pouvoir commencer tout de suite par, du coup, la première news sur le rachat de ZeniMax Media par Microsoft. Honnêtement, on en avait parlé il y a longtemps, on avait peu de doutes que ça n'aboutisse pas, ça avait l'air vachement bien parti. Il manquait, comme souvent, l'aval des autorités de régulation des marchés pour qu'il n'y ait pas de monopole. Ils doivent mener une enquête et vérifier que voilà, ça ne va pas créer de marché complètement cassé ou de monopole sur un marché. Ils ont fait leur enquête, que ce soit les autorités américaines ou européennes. Ils ont donné leur feu vert. Ça va pouvoir être acté et finalisé. Ça a pris un peu de temps, mais comme tout ce type d'action, quand ça reste des gros groupes qui fusionnent, enfin qui un gros groupe qui est racheté par un autre gros groupe, il faut du temps pour mettre tout en place. C'est bon, c'est fait. On devrait avoir normalement dans la semaine une communication officielle de la part de Microsoft, notamment autour du Game Pass, pour expliquer ce qui va arriver. Normalement, ça reste des informations pas encore totalement officielles, mais ça devrait être le cas fin de semaine, jeudi, vendredi, un truc comme ça. On devrait avoir plus d'informations. Pourquoi pas l'ajout de nombreux titres, notamment de Bethesda, au catalogue du Xbox Game Pass, parce que maintenant c'est à eux, donc je vois pas pourquoi ils ne le feraient pas. Ce serait quand même assez maladroit, maintenant qu'ils détiennent les licences, de ne pas en faire profiter les adhérents du Xbox Game Pass. Et il faudra aussi se poser pas mal de questions à l'avenir, parce qu'en rachetant ZeniMax Media, ils intègrent du coup à leur Galaxy Studio Bethesda, Arkane Studio, ID Software ou encore Tango Gameworks, ce qui fait pas mal de jeux, parfois des jeux qui sont des AAA, qui sont attendus par beaucoup de joueurs, notamment chez Bethesda. Est-ce que on va avoir arrivé Microsoft qui va mettre en place ce qu'ils n'ont pas énormément fait jusqu'à maintenant, des exclusivités liées à leur plateforme, c'est-à-dire les Xbox, notamment les Xbox Series, qui sont la nouvelle génération, et aussi les PC. Microsoft, c'est aussi Windows, ils ont tout intérêt à privilégier un maximum de clients potentiels, et les utilisateurs et les joueurs PC sont nombreux, donc un gros marché, donc beaucoup de clients potentiels. C'est très intéressant, j'ai hâte de savoir ce qu'ils décident de faire, s'ils décident d'être très ouverts ou d'avoir ce côté exclusivité. Ce sera sûrement des exclusivités temporaires. Je pense qu'ils ont quand même peut-être intérêt à envisager la question. Ça donne une force et ça peut donner envie à des gens de choisir la Xbox plutôt que la PlayStation.
Faut voir si on parle quand même de grosses licences et de studios qui ont déjà cartonné avec des titres. Donc c'est intéressant, c'est une affaire à suivre, mais j'ai hâte de savoir au moins l'avenir proche, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des changements liés au rachat de ces studios. On continue avec une vraie grosse question, une question qui est très importante pour toute personne qui utilise Internet, et d'autant plus qui fait un applicatif qui nécessite du temps réel en ligne, parce que là, du coup, ça devient forcément compliqué si on perd en débit ou si la latence varie. On va parler de la connexion Internet. Vaste chantier. Ici, on va plus particulièrement parler du Wi-Fi Mesh. Le Wi-Fi Mesh, c'est quelque chose qui se démocratise, c'est quand même assez nouveau. Ça marche très bien. Ça a toujours des limitations, mais ça marche tout de même très bien. Par contre, ça reste cher. On va aussi parler des CPL, donc CPL courant porteur de ligne. Donc la technique est de faire passer son internet par le réseau électrique de votre habitation. On utilise pour cela des modules qu'on branche sur des prises de courant. C'est aussi quelque chose qui est assez cher, même si ça l'est moins que le Wi-Fi Mesh. Par contre, sur la technologie du CPL, on a encore plus de limitations liées déjà à la technologie utilisée, mais aussi aux conditions d'utilisation. J'ai pris du coup cet article en exemple pour parler de ça parce qu'ils abordent ces sujets-là, même si eux font des choix de prendre que quelques matériels parmi tout le catalogue disponible sur le marché. Donc, c'est leur choix, mais sachez qu'il existe d'autres matériels, d'autres Wi-Fi Mesh que ceux montrés dans cet article et d'autres modules CPL que ceux présentés dans cet article. Donc, on va commencer par le Wi-Fi Mesh. Principe de base de la solution du Wi-Fi Mesh, c'est d'avoir des petits modules, plusieurs dans l'absolu, que vous disséminez chez vous et qui permettent d'amplifier d'amplifier votre réseau. En gros, ça fait un espèce de petit maillage d'antennes qui ont chacun leur portée et qui additionnent leur portée pour avoir un réseau plus puissant. L'avantage principal, c'est qu'en théorie, vous pouvez bénéficier de 100% de votre réseau émis en sans fil ou dépendant du maximum que votre Wi-Fi Mesh est capable de produire. Je m'explique tout de suite. Si vous avez deux moyens, il y a plusieurs solutions, mais il y a la solution où votre Wi-Fi Mesh est relié en sans fil à votre box. Dans ces cas-là, votre réseau en Wi-Fi Mesh dépend de ce que de ce qu'il reçoit de la box par déjà la technologie du Wi-Fi. Donc dans ces cas-là, vous avez déjà un peu de perte et suivant la vétusté de votre box et l'efficacité de son Wi-Fi, vous avez potentiellement moins que ce qu'elle reçoit. Deuxième solution, vous pouvez relier directement votre Wi-Fi Mesh par câble à votre box et là vous bénéficiez de
le maximum de ce qui est capable d'émettre votre technologie de Wi-Fi Mesh. Comme pour tout matériel, il existe différents débits qui sont plus ou moins chers, bien sûr, pour profiter d'un réseau plus ou moins rapide suivant votre investissement. L'avantage certain, c'est qu'il n'y a pas de limite. En théorie, vous pouvez augmenter la taille de votre réseau à l'infini en ajoutant des modules sans perdre en efficacité. Après, ça reste théorique, il y aura des limitations à la fin, vous pouvez pas couvrir des surfaces infinies non plus, mais ça reste pour une habitation classique largement suffisant pour couvrir n'importe quoi. C'est plutôt cher comme solution. Ici, eux, ils recommandent en premier la solution Netgear qui s'appelle Orbi, alors qui se déclinera encore en plusieurs versions suivant le débit et la génération de Wi-Fi, c'est Wi-Fi 5 ou Wi-Fi 6. Si vous voulez quelque chose de toujours plus performant, orientez-vous vers la dernière génération, c'est-à-dire le Wi-Fi 6 ou le Wi-Fi 6E, s'il est déjà disponible. Je sais pas, je me souviens que j'avais traité la news sur son approbation. Mais clairement, ça a un gros potentiel. Je ne sais pas s'il donne le prix ici. Pas sûr. Pas sûr. Ah si, 225 €. Voilà, 225 €, donc plutôt cher. Même si pour 225 €, vous avez plusieurs modules. Hein, quand même. Mais vous n'en avez pas tant que ça, je crois. Voilà, on peut aller regarder tout de suite d'ailleurs. Hop. Alors, un peu en promo à 215 €. On a du coup pack de 2. Donc voilà. 2 pour 215 €, ce qui est plutôt cher. Plutôt très cher, forcément. Mais qui dispose des toutes dernières générations. On nous promet jusqu'à 1,8 gigabits seconde et une couverture jusqu'à 200 mètres carrés fiable. Ça, c'est toujours dépendant forcément des murs, de l'environnement et de plein d'autres trucs. Donc ça reste 200 mètres carrés théorique. Si vous avez 5 murs très épais, il y a moyen que ça ne passe pas 200 mètres, ça ne fasse pas 200 mètres carrés. Toujours les limitations liées à la technologie du sans fil qui est potentiellement atténuée par l'environnement. Donc, en vrai, super technologie. Avec les Wi-Fi dernière génération, c'est presque comme être branché par câble. Presque. On n'est pas. Il manque toujours un petit peu de stabilité, forcément liée au sans fil, mais avec suffisamment d'amplificateurs, de petits modules, vous pouvez avoir vraiment presque comme si vous étiez branché par câble. Un peu moins bien, forcément, et encore une fois limité à la technologie du Wi-Fi. Si sur votre Wi-Fi Mesh, vous bénéficiez des dernières technologies et pas sur votre appareil qui reçoit, votre ordinateur par exemple, et bah forcément vous avez des limitations. Donc il faut vraiment tout avoir. Et la stabilité, rien ne vaut un câble, mais bon, on ne peut pas toujours tirer un câble et forcément ça reste la solution la moins chère et la plus fiable. Il existe aussi une autre version ici de chez Google qui est apparemment moins bien, qui profite de l'assistant vocal Google. Il est à 250 € aussi, donc ça reste des solutions très chères pour avoir un réseau Wi-Fi, un réseau performant et étendu par rapport à ce qui est capable de produire votre box. On va passer sur une solution pour les gens qui ont moins d'argent, une solution moins chère, qui a aussi des avantages, clairement, mais des inconvénients, bien sûr, pour contrebalancer, forcément.
On va parler des CPL, mais plus particulièrement des CPL qui font répétiteur de Wi-Fi. Ça va marcher un peu comme le principe du Wi-Fi Mesh, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir un signal qu'ils vont amplifier, sauf qu'au lieu de recevoir un signal sans fil, ils reçoivent un signal par des câbles, et ici les câbles électriques. Donc il faudra brancher un module sur une prise de courant du côté de votre box internet, et ensuite brancher un autre module qui lui du coup fera émission d'un réseau Wi-Fi à partir du signal qu'il reçoit dans la prise où vous souhaitez avoir ce réseau Wi-Fi. L'avantage, c'est que c'est moins cher. Clairement, on est sur quelque chose de bien moins cher. En théorie, je dis bien en théorie, on peut bénéficier des mêmes technologies en termes de débit que le Wi-Fi Mesh. Mais seulement en théorie. Parce que le problème, au-delà du débit potentiel, c'est le débit que lui reçoit. Lui reçoit un signal transmis par les câbles électriques depuis la box. Et ce signal sera forcément fortement atténué de base. Et de plus en plus atténué, plus il devra parcourir de distance. Du coup, vous ne pourrez jamais bénéficier à 100% de ce qui sort de votre box. Jamais, malheureusement. Et ça, c'est assez problématique. Là où le Wi-Fi Mesh qui coûte très cher peut permettre quasiment, on n'y est pas encore, mais quasiment de recevoir 100%. Ici, ce n'est pas le cas. Par contre, en termes de prix, vous voyez, on n'est pas du tout sur la même chose. On parle de 50 €. L'investissement est bien moindre. Et si votre exigence en termes de stabilité et de débit n'est pas absolue, sur une connexion de base qui est déjà correcte, ça fera très bien l'affaire. Encore une fois, plus vous allez chercher des hauts débits théoriques, plus vous aurez potentiellement un plus fort pourcentage de ce que vous envoyez de base, mais vous ne pourrez jamais bénéficier à 100%, c'est sûr, jamais, mais surtout même 70, 80, 70, même 60, ça paraît assez compliqué. Parfois oui, parfois non. C'est un peu, et encore une fois, si vous avez un réseau, si c'est très éloigné, ça va être potentiellement catastrophique. Si votre réseau électrique est vétuste, ça peut être potentiellement catastrophique. C'est dépendant de vraiment beaucoup de choses, notamment votre réseau électrique, la distance et l'ancienneté. Et aussi parfois des trucs qu'on ne sait pas, certaines perturbations qui sont juste étranges. Je vous le dis parce que utilisant moi-même des CPL, il y a parfois des perturbations étranges. Donc voilà, c'est une solution. Sachez aussi qu'en termes de CPL, il existe ce que moi j'utilise, qui sont des CPL filaires. Donc moi, ils n'émettent pas de réseau Wi-Fi. Ils ont juste une prise Ethernet. Et je relie cette prise à mon ordinateur via un câble RJ45. Et paf, j'ai Internet. Et j'ai la même chose du côté de ma box. Donc c'est une des solutions pour étendre son Internet sans tirer des câbles. À noter tout de même que tirer des câbles, ça reste le meilleur moyen d'avoir le réseau le plus fiable et le plus stable et de bénéficier de 100% de la connexion qui sort de votre box.
Mais vous savez bien que c'est pas toujours possible, donc il y a des alternatives qui sont nombreuses et à des coûts plus ou moins élevés, mais vous ne pourrez jamais bénéficier de 100% autrement que par un câble, ça restera la vérité absolue. On continue avec un smartphone, le Nubia Red Magic 6. Smartphone chinois, voilà à quoi il ressemble, assez classique, hein, pas très spécial. Par contre, il est équipé de 18 Go de mémoire RAM. 18 Go quoi. La plupart des ordinateurs n'ont pas 18 Go de mémoire. C'est juste énorme. Et quand même, quand on nous dit ça, on se pose des questions sur l'intérêt réel de ça. Alors il va avoir plein de trucs. Il est taillé pour le jeu vidéo. C'est comme ça qu'on le justifie. Il a un écran 165 Hz pour le jeu vidéo. Incroyable. C'est de la mémoire de ce type, la LPDDR5. Donc en plus de la mémoire très performante. C'est pas le seul à avoir énormément de mémoire. Enfin, pour le moment, c'est le seul à avoir 18 Go. C'est le premier. Mais on sait que Asus, avec son ROG Phone, va aussi sortir un téléphone avec énormément de RAM, potentiellement de 18 Go. Ce ne serait pas étonnant. Et Samsung fait déjà des téléphones dans des versions les plus haut de gamme qui contiennent jusqu'à 16 Go de RAM, ce qui est quand même pas loin, et ce qui est encore une fois plus que beaucoup d'ordinateurs. Donc, quel est l'intérêt réel d'avoir 18 Go à l'heure actuelle, même si on est un smartphone gaming? Je dirais qu'il n'y en a pas beaucoup. Réellement, il n'aura pas besoin d'utiliser ces 18 Go de RAM. C'est trop. Mais ils prennent le parti de se dire que peut-être que pour l'instant c'est trop, mais dans quelques années, ça peut lui permettre de rester un smartphone performant, pas ralenti, toujours aussi fluide. C'est un pari. C'est peut-être une solution pour permettre d'avoir des téléphones qu'on peut garder plus longtemps. Vous savez, si vous avez déjà gardé un smartphone longtemps et que vous avez une utilisation normale, mais quand même assez large de votre smartphone, vous savez qu'au bout d'un moment, le smartphone ralentit et du coup moins fluide, moins agréable à utiliser et on a envie de changer, forcément. Peut-être que ça peut être une solution. Ça reste compliqué de se dire que c'est la solution, parce que déjà ici on n'a pas le prix, mais il va sûrement coûter cher, 18 Go, faut les payer. Faut aussi les mettre dans le téléphone. Moi j'ai eu la réflexion peut-être un peu bizarre, mais quand j'ai lu 18 Go, j'ai pensé à mes 2 barrettes de mémoire vive de mon PC. Bon, ça fait, j'ai deux barrettes de 16, donc ça fait 32, c'est plus. Mais ça fait potentiellement plus grand que le téléphone aussi. Donc, je me dis, c'est quand même incroyable qu'il soit capable de faire ça. Et ça reste peut-être un peu maladroit de faire des trucs aussi puissants, même si aujourd'hui il y a beaucoup de jeux mobiles. Est-ce qu'il y a tant de jeux mobiles qui nécessitent vraiment des grosses performances pour tourner dans des bonnes conditions? Dans des bonnes conditions, hein, pas juste pour tourner dans des bonnes conditions, fluides, tout ça. Pas sûr. D'autres smartphones le font très bien avec beaucoup moins de RAM. Je sais pas, un peu sceptique, mais en tout cas, il fera parler de lui en étant le premier à bénéficier de 18 Go de mémoire vive.
ça reste énorme. On continue avec ces informations qui ont en gros fuité. Non, si c'est ça, c'est pas officiel vraiment, mais ça a l'air plutôt sûr, donc on va dire fuite d'informations sur le Microsoft Surface Laptop 4, donc le dernière génération, le PC portable de Microsoft qui est le plus classique, c'est juste un PC portable, il n'a pas de truc spécial. Ici deux versions, 13,5 pouces et 15 pouces. Et ensuite des choix multiples, comme souvent avec Microsoft, mais encore plus que d'habitude. Parce qu'ici on arrive avec le choix entre un processeur Intel 11e génération et un processeur AMD Ryzen série 4000. On peut se poser la question, pourquoi ils ne sont pas allés chercher les derniers AMD Ryzen? On rappelle, AMD a sorti des processeurs Ryzen 5000 depuis, aussi en version portable. Pourquoi ne les utilisent-ils pas? Peut-être qu'ils ont peur de ne pas avoir assez d'approvisionnement par AMD pour subvenir à la demande, c'est peut-être ça. Ou peut-être que ça fait déjà longtemps qu'ils sont en préparation et qu'ils ont pris ce qui était disponible à ce moment-là. En tout cas, vous pourrez choisir, alors on restera sur des processeurs plutôt puissants. On est sur du i5 ou i7 11e génération chez Intel et Ryzen 5 et Ryzen 7 4000 chez AMD. Qu'est-ce qu'on peut en dire de plus? C'est des versions spécifiques. En tout cas chez AMD, chez Intel aussi je crois, qui sont vraiment optimisés avec ce que veut Microsoft. Enfin, c'est un genre de partenariat. Tant Microsoft est potentiellement un gros client, quelqu'un qu'on veut avoir dans sa poche, donc on veut se mettre bien. Vous pourrez aussi choisir, comme souvent chez Microsoft, votre quantité de mémoire vive de 8 à 32 Go et votre quantité de stockage de 128 Go 1 Tera en SSD très performant. Sinon, ça ressemble vraiment à un PC. Voilà à quoi ressemble le PC. C'est tout ce qu'il y a de plus classique, hein. Vraiment. Et ça va pas changer. En termes de design, on va être sur la même chose. On est sur le truc basique, simple, en termes de conception de Microsoft. C'est un bon produit. C'est un produit qui marche beaucoup aux États-Unis, un peu moins chez nous. Mais c'est du bon matériel. Et l'arrivée de ces processeurs AMD n'est pas étonnant. Mais c'est bien d'avoir le choix. Ça, j'aime beaucoup. Qu'on choisisse Intel ou AMD. Il y en a pour tout le monde. Et ça, c'est bien. Avoir le choix, c'est la meilleure chose qu'ils puissent nous donner. En plus de la disponibilité, on n'oublie pas la disponibilité. On continue avec des radiateurs pour SSD M2, donc les petites plaques électroniques, les petites cartes électroniques qui font votre stockage ultra performant. On peut avoir besoin de les refroidir. C'est pas encore vrai pour tous, même si on met de plus en plus de radiateurs dessus, notamment sur les ports dernière génération PCI Express 4.0 qui peuvent atteindre des débits assez incroyables. On se dit que peut-être là il y a plus besoin de refroidir que sur des SSD qui ont des débits inférieurs et qui du coup feraient moins de chaleur, on imagine, subiraient moins de hausse de température. On voit ici un des deux, ils en sortent deux, le MC1 et le MC1 Pro. De cet angle de vue, on ne distingue pas la différence. Donc si vous voyez un MC1, la seule différence c'est qu'il n'y aura pas écrit Pro ici.
c'est Be Quiet qui nous présente ça. Be Quiet, pas n'importe qui, hein, une grande marque allemande en termes notamment de boîtier PC, mais aussi de refroidissement, et tout ça en silence, bien sûr, comme le laisse indiquer le nom de leur marque. On voit ici directement les tarifs qui ne sont pas très élevés. Ça restera un radiateur en aluminium, donc il faut bien payer le radiateur en aluminium. 13 € et 17 €. Après, ça reste pas forcément essentiel. La différence entre les deux, entre le MC1 et le MC1 Pro, pour justifier cet écart de 4 €, c'est que sur le Pro, il y a un caloduc qui permet de transmettre la chaleur plus rapidement que juste avec un radiateur classique. Donc voilà, c'est pour avoir une dissipation plus efficace. En gros, ça reste assez anecdotique pour l'instant et on n'est toujours pas sûr du réel intérêt de ce type de matériel, sauf peut-être, comme je vous l'ai dit, sur les toutes dernières générations qui sont censées atteindre théoriquement jusqu'à 8000 émosecondes, et certains les approchent. Non, ils sont pas à 8000 hein, clairement, mais on a vu des modèles qui titillent les 7000, donc peut-être que pour eux, avoir un peu de refroidissement supplémentaire, ça peut être intéressant, même si maintenant sur les cartes mères haut de gamme, on a souvent ces radiateurs intégrés, pas forcément sur tous les slots M2, mais en général au moins sur un. C'est le cas sur les dernières que j'ai montées, donc c'est aussi quelque chose qui devient plus répandu nativement sur les cartes mères. Peut-être qu'il y a vraiment un intérêt. On continue avec Sharkoon. Sharkoon, marque qui fait des boîtiers PC. On en a déjà parlé hier avec un modèle haut de gamme qui était quasiment à 155 €. Ici, on n'est pas du tout là-dessus. On l'a dit hier, Sharkoon à la base, c'est des boîtiers très accessibles qui permettent pas mal de compatibilité, mais à des tarifs très agressifs. Ici, c'est le cas. On est à un tarif de 45 € pour un boîtier qui est en plus blanc. Incroyable, il ressemble à ça. C'est c'est pas mal. C'est pas mal. Il s'appelle le Slider White. Il existe aussi en version noire. 45 € pour un boîtier, c'est très peu cher. Faut pas se mentir. Surtout qu'il est compatible ATX. Donc, pas mal de compatibilité. Vous pourrez pas non plus tout mettre dedans. On ne sera pas sur les énormes tours, mais vous pourrez mettre une config classique largement. Vous aurez des ventilateurs d'inclus, peut-être pas les meilleurs, mais ça refroidira. Vous avez cette façade très sobre, plus ce liseré RGB. La fenêtre sur le côté, le cache d'alimentation, tout ça pour 45 €. Bien sûr, pour ce prix-là, vous n'avez pas un boîtier très lourd. Vous n'avez pas des parois très épaisses, forcément. Donc il fera seulement 5 kg, ce qui est pas beaucoup. On compare par rapport au modèle d'hier qui pesait 15 kg. Voilà, hein, c'est 3 fois moins. Mais on peut mettre des trucs dedans. Et il est pas cher. Il sera compatible avec pas mal de trucs. Et les trucs dernière génération aussi. On a le petit RGB qui met bien. Vous voyez l'intérieur, on a quand même de la place, hein, on va pas se mentir. On a quelques systèmes pour cacher et ranger les câbles aussi. C'est plutôt intéressant. C'est un boîtier qui peut être recommandé pour les gens qui n'ont pas envie de mettre d'énormes budgets dans leur config et qui ne sont pas forcément attachés à leur boîtier parce qu'il est assez classique. Après, pour les gens qui aiment les boîtiers aussi assez classiques, ça peut être une solution.
un boîtier blanc à ce prix-là. C'est assez rare. Je répète le prix, 45 €. Je veux vous retrouver juste vite fait. Ok, c'est ça. On a un seul ventilateur pour ce prix-là. Pas vraiment étonnant, hein. Ça aurait été un peu trop beau d'avoir toute la ventilation. Vous avez seulement ce ventilateur à l'arrière pour 45 €. Mais bon, si vous voulez, si vous rajoutez deux ventilateurs pas très chers, paf, ça fait pour moins de ventilateurs, moins de 55 €. Des ventilateurs pas très chers, ça passe. Donc voilà, ça peut être... en vrai, c'est intéressant. À ce prix-là, ça peut être qu'intéressant. Et c'est pas n'importe quoi. C'est pas des mauvais produits. C'est juste des produits qui sont obligés de faire des choix pour être à ce prix-là et rester compétitif. Pouvoir quand même gagner de l'argent, ça reste une entreprise. Mais en proposant à des prix très agressifs quelque chose de fonctionnel. On le rappelle, c'est un ordinateur, ça peut être seulement fonctionnel. Ici, ça le sera. Ce ne sera pas les plus beaux matériaux et la meilleure qualité du monde, mais ça a l'avantage d'être peu cher. Et pour certains, c'est un argument de poids. On continue avec des choses qui seront probablement pas peu chères. On va parler ici des kits Thermaltake de RAM, les Taofram RGB en Racing Red et Metallic Gold. Alors, on va en parler très vite fait parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Juste, voilà, c'est des barrettes de RAM. Elles ont une couleur et juste pour ça, je trouve ça sympa. Effectivement, la plupart des barrettes de RAM se ressemblent. Ici, un peu de couleur. On a en plus la présence de RGB. Alors ça, vous apprécierez ou pas selon vos goûts. Mais moi, je trouve ça plutôt sympa. Des barrettes rouges, des barrettes jaune or. On sera sur des kits haut de gamme en 3600 MHz. Et le petit inconvénient de la chose, c'est le système de gestion du RGB. Il faudra passer par le logiciel propriétaire TT+, de Thermaltake. Visiblement, ça n'a pas l'air compatible avec le reste. Ça, c'est un peu dommage. Mais juste de la couleur, c'est sympa. On n'a pas les prix, on n'a pas les dates. Ça avait été annoncé au CES. On nous dit que ça va vraiment arriver. Et en vrai, je suis content. Moi, j'aime bien. Je trouve ça sympa. À l'heure où on a quasiment de plus en plus, quasiment tout le temps maintenant sur les derniers boîtiers, des vitres pour voir l'intérieur, et bah voilà, mettre des belles couleurs, des couleurs vives sur des composants, je trouve que ça a du sens. Et on continue avec toujours Thermaltake et toujours de la RAM, mais ici on est sur des modèles encore plus particuliers. On a abandonné les couleurs, on garde le RGB. On a ce design assez atypique. Par contre, on va chercher des fréquences jusqu'à 4600 MHz. Donc on va être sur du haut de gamme jusqu'à ultra haut de gamme. On part de 3600 et on va jusqu'à 4600. Encore une fois, pas de date, pas de prix. Par contre, on sait que c'est garanti à vie. Donc ils sont sûrs de leur produit. Ça, c'est quand même rassurant quand une marque est sûre de son produit et le garantit à vie. Ça donne confiance. Elles ont un look différent, un peu travaillé. Je suis content de voir des trucs différents, un peu travaillés. Celle-là, c'est moins mon style, mais il en faut pour tous les goûts. Et en vrai, pourquoi pas. Ici, ça coûtera probablement cher, voire très cher, surtout à 4600 MHz. On finit avec des écrans. Alors, ce ne sont pas des écrans super intéressants en soi. Des écrans Iyama. En plus, on n'a même pas les visuels surtout. Voilà à quoi ils ressemblent à peu près. Ça reste une illustration. On a les détails techniques. Ils ne sont pas super impressionnants. On a un écran 24 pouces et deux écrans 27 pouces. Les deux premiers, ces deux-là, sont en Full HD 1080p. Le deuxième est en 1440. On le voit ici.
Ils font tous 75 Hz, donc pas spécialement orientés pour le gaming. Ils ont les connectiques, tout ce qu'il y a de plus classique, de l'HDMI et du DisplayPort. Mais ce qui est intéressant et ce qu'ils mettent en avant, c'est leur connectique USB et surtout USB-C. Et ici, on nous montre ce qui est capable de faire un USB-C. Et c'est là que la connectique est intéressante. Parce qu'avec un USB-C, vous pouvez choisir soit d'avoir une alimentation électrique à 65 watts tout de même, soit une prise réseau, soit une prise écran, ou alors de l'USB, tout ce qu'il y a de plus classique pour brancher n'importe quel périphérique. Tout ça dans une seule et même prise, c'est un peu la prise ultime. Pour les PC, il existe des prises ultimes pour les Mac, c'est une autre histoire. Mais ici, les adaptateurs coûteront moins cher. Donc, c'est sympa et ça se démocratise de plus en plus, notamment sur les écrans plus destinés à la bureautique. Là, on va potentiellement de base avoir besoin, se dire qu'on va avoir besoin de connectiques supplémentaires. Là où encore maintenant, sur les écrans orientés gaming, on n'y pense pas forcément, sauf sur les hauts de gamme qu'on paye très cher. Mais bon, les écrans gaming haut de gamme sont vraiment très chers. Donc je trouve ça cool. J'aimerais bien que ça se démocratise vraiment plus, que on l'aborde d'abord l'USB-C avant de se dire on va mettre de l'USB classique. Parce que la connectique est bien mieux. Elle permet plus de choses, elle est plus petite. Donc pourquoi encore se restreindre sur des anciennes connectiques? Alors oui, il va falloir changer beaucoup de câbles. Je suis d'accord, ça va m'embêter, moi comme vous. Je l'imagine bien. Mais il y a un moment où il faut changer s'il y a un intérêt. Et là, honnêtement, on arrive sur une connectique où il y a un vrai intérêt de changer de forme de connectique. Parce que les possibilités sont bien supérieures à ce que propose de l'USB plus classique. Et c'est pas nouveau. On peut pas dire que l'USB-C, ça vient d'arriver. Non, ça commence à être bien en place. Et il va falloir penser à vraiment l'intégrer dans tout. Ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. Donc c'est sympa. Ces écrans, on n'a pas trop d'infos dessus, plus que ils vont les sortir. Ils sont plus pour de la bureautique. Mais ils embarquent cette ingéniosité qui commence à être de plus en plus présent, mais peut-être pas encore assez. Et là, on parle des écrans, mais il y a de l'USB sur plein de choses. Sachez-le. Voilà qui conclut notre point actu hardware d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez passé un bon moment. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des retours. Je lis à tout et je réponds à tout avec grand plaisir. Et on se retrouvera demain pour la suite de l'actualité.